Voilà, eh bien, je pense que nous pouvons ouvrir ces festivités et je vous remercie infiniment tous d'être là. Ça nous fait vraiment très, très, très plaisir. Et donc, c'est avec un plaisir sans mélange, mais aussi avec beaucoup d'émotion que j'ouvre cette rencontre, célébrant donc les 10 ans du GEMCA, le Centre d'analyse culturelle de la première modernité, qui est un centre de l'Institut Incal. Plaisir et émotion mêlés, à la fois parce qu'il est réjouissant, donc plaisir, de fêter 10 années d'un projet qui a réussi, et parce qu'il est encore maintenant toujours surprenant, donc émotion, de réaliser combien ce projet a grandi, s'est approfondi et enrichi au fil des années. Il m'est donc apparu naturel de rappeler la genèse de ce projet et de retracer les grandes étapes de son évolution. Ceci me permettra ainsi de vous intégrer toutes et tous à mon propos, à un moment donné, car si vous êtes présentes et présents ce soir, c'est parce que vous avez participé et participez encore à ce projet, c'est parce que vous avez été et êtes encore une part motrice de ce projet. Nous n'avons invité en effet que les gens qui ont participé et vous avez été très, très nombreux. Le GEMCA, c'est d'abord une entreprise collective, et je pense que ça, tout le monde le sait. D'abord à 2, puis à 3, puis 4, jusqu'à la trentaine de chercheuses et chercheurs que nous sommes maintenant. Si je voulais faire la genèse de cette aventure, je la ferais débuter à la KU Leuven, où j'ai en quelque sorte atterri en 2000, et où j'ai eu la chance d'être accueillie par le professeur Karel Portemann, qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Merci Karel. Karel est devenu mon copromoteur de thèse et le GEMCA lui doit beaucoup, à la fois en termes de connaissances, mais aussi en termes de méthodologie. C'est lui qui m'a appris, et ensuite c'est ce que j'ai pu transmettre, et je pense que pour Ralph c'était la même chose, en tout cas pour moi qui m'a appris à remettre l'histoire par exemple au cœur de certains développements essayistes, comme Karel l'a dit à plusieurs reprises. Mais j'ai quand même tenu bon sur la théorie aussi. En tout cas, voilà, c'est vraiment une grande joie de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. En atterrissant ainsi à Leuven, la collaboration a pu alors débuter avec les collègues et amis de l'UCL, avec Myriam Ouatté-Delmotte, qui n'est pas là ce soir mais à laquelle nous pensons bien, et aussi et surtout, principalement, essentiellement, avec Ralph. C'est certainement le colloque Emblemata Sacra que nous avons organisé conjointement en 2005 et auquel plusieurs d'entre vous ici ont participé, dans ce lieu improbable mais ô combien efficace pour la concentration intellectuelle, n'est-ce pas Sophie, n'est-ce pas Pierre-Antoine, qui s'appelait la Foresta. C'est donc ce colloque Emblemata Sacra qui peut être considéré comme la base scientifique du projet du GEMCA. Ce colloque rassemblait pas moins d'une cinquantaine de chercheuses et chercheurs, véritable baptême du feu pour un premier colloque à organiser, assorti d'une exposition pour la faculté de théologie de Leuven, je pense qu'on s'en souviendra longtemps, avec un catalogue qui a été publié depuis. Donc ce colloque avait pour ambition de cerner les procédés, les dispositifs et les régimes de figuration du discours sacré au début de la période moderne, et plus particulièrement du discours sacré en images. C'est ce qui apparaît en fait dans le titre complet du volume qui a été publié à la suite, Rhétorique et herméneutique du discours sacré en images. Or, ce discours sacré en images ne constituait pas tant l'objet de l'enquête que la condition de possibilité d'émergence d'un discours sacré. Je m'explique. S'il est possible de faire émerger un discours sacré ou un discours sacré d'émerger, ou plutôt un discours manifestant le spirituel, cela ne peut se faire que par image, verbale ou visuelle, et d'une image qui peut être définie au choix comme symbolique, allégorique, emblématique, ou encore, plus généralement, figurée, image figurée, imago figurata, pour reprendre les termes de l'époque, et la figure fut. La figura, c'est ce concept indéfinissable qui échappe, dès qu'on veut le saisir,
contradictoire par quelque bout qu'on le prenne, fascinant et presque sidérant pour l'intellect, puisqu'il court-circuite précisément cet intellect en proposant de représenter l'irreprésentable et l'ineffable par des ruses, pour reprendre l'expression érasmienne, des stratégies d'association de textes et d'images, mais de texte qui est et qui fait image, et des images qui se déchiffrent et se lisent, créant ainsi des composés, j'ai envie de parler d'agrégats pour marquer leur caractère vraiment intégré, au sein desquels il est difficile de distinguer ce qui est ou ce qui fait texte, et ce qui est et ce qui fait image. Avant d'aller plus loin, je voudrais illustrer ce propos en me tournant vers l'image que nous avons choisie pour l'affiche de cet événement. Il s'agit d'un emblème que nous avons utilisé à de nombreuses reprises. C'est vraiment l'emblème qu'on recycle, voilà, mais bon, il y a une raison pour ça, il y a 2 bonnes raisons, vraiment. Donc à de nombreuses reprises, tant il incarne l'essence des recherches du Shemka. Il s'agit de l'emblème 70, des emblèmes horaciens du peintre, graveur, dessinateur, poète aussi et savant, Otto van Veen, ou autrement appelé Vénus. Ce recueil paraît pour la première fois en 1607 à Anvers. Vénus est un auteur cher à nos cœurs. Il est en effet un emblématiste majeur du tout début du XVIIe siècle, sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous avons notamment récemment traduit et édité, enfin c'est Aline qui a traduit précisément, et nous avons collectivement édité, un de ses opuscules, fascinant de mystère et d'ingéniosité, ses conclusions de physique et de théologie, n'est-ce pas? Donc ces conclusions qui s'efforcent de démontrer certains dogmes théologiques par le biais de la physique, notamment la physique scolastique et l'alchimie, et par le biais de figures, comme vous voyez donc une de ces figures un petit peu mystérieuses sur la couverture. Alors, que nous montre cet emblème, mais surtout, que ne nous montre-t-elle pas, nous laissant seulement deviner l'énigme qu'il nous pose? Je disais à l'instant que cet emblème incarne l'essence de nos recherches. En effet, non seulement il thématise une réflexion sur les rapports entre peinture et poésie, entre image et texte, mais il suggère également un métadiscours, réflexion sur les conditions même de la représentation. Il s'agit d'une représentation de la représentation, donc quelque chose qu'on affectionne particulièrement. L'emblème porte le motto « Quicque suum studium », à chacun son métier. Et il représente au premier plan un peintre et un poète, l'un se présentant de quart profil au spectateur, peignant ce qui peut être qualifié de chimère sur une toile posée sur un chevalet, et l'autre, couronné de laurier, regardant pensivement cette toile, la plume à la main, sur le point de poursuivre son écriture ou au moment où il l'interrompt. La question reste ouverte et je pense la restera longtemps. Derrière se trouvent 2 hommes debout, dont l'un examine un urinal, que l'autre regarde également. Et dans leur prolongement, le regard suit une belle perspective inscrite dans une rue menant au loin à un bâtiment monumental, peut-être église, peut-être palais. Enfin, à l'arrière-plan, vous voyez l'arrière-plan du groupe debout, on devine une forge dans laquelle s'activent des hommes au feu et à l'enclume, qui rappellent certainement le contexte alchimique et la préoccupation alchimique de Vénus, qui imprègne une grande partie de ses œuvres et certainement une grande partie de cet emblème, mais je ne peux pas le développer maintenant. Sur la page de droite, il se trouve 5 citations qui défendent 2 idées, celle exprimée dans le motto « à chacun son métier » et la deuxième, le fait que les arts sont la consolation absolue des heures et malheurs de la condition humaine. On le voit, la clé pour comprendre l'association des textes et de l'image n'est pas si évidente dans le rapprochement seulement du texte et de l'image. Cette clé est à chercher ailleurs que dans un rapport d'illustration ou de juxtaposition ou d'explication du texte par l'image ou l'illustration de l'image sur le texte. On a affaire, à proprement parler, à une figure dont les 2 faces, texte et image, comme celle d'une médaille, sont indissociables, et 2 faces dont la puissance herméneutique est supérieure à leur seule juxtaposition. Autrement dit, le sens complet est plus large, plus profond que l'addition du sens des 2 parties, des 2 éléments juxtaposés.
Ce sens se trouve dans une série d'indices que Vénus sème dans le texte et dans l'image, indices qui font émerger une signification latente et que le lecteur-spectateur doit découvrir au fur et à mesure de son parcours de lecture. Alors, pour ne donner que quelques éléments, parce qu'en fait, on pourrait passer, je pense, une heure et demie à discuter de cette image qui est vraiment fascinante. Donc, vous avez par exemple donc, la chimère comme objet ou sujet, on pourrait en discuter d'ailleurs de peinture, ce qui n'est quand même pas si courant. Et puis, est-ce bien une chimère? On en reparlera, ou Ralph en reparlera. La position du peintre aussi et du poète par rapport au spectateur. Il y en a un qui est totalement renfermé là sur sa peinture et puis l'autre qui est ouvert mais qui ne regarde pas non plus le spectateur. Donc, voilà, tous ces échanges de regards. Il y a également cette phrase qui est en fait une citation d'Horace, à demi cachée ou à demi découverte dans les hachures de la gravure-peinture qui est en fait l'ombre portée du corps du peintre sur sa toile. Et qui convoque cette phrase, le texte d'Horace qui est cité à l'ouverture du recueil et qui constitue comme un motto caché, comme l'envers du motto de l'emblème. Enfin, on peut citer aussi le caractère illisible du texte écrit par le poète sur la feuille qu'il a devant lui. Vénus était tout à fait capable de nous proposer, même à l'envers, un texte lisible. Voilà, il a fait un autre choix. Voilà, il y en a bien d'autres de ces indices que je ne peux pas approfondir ici. Mais ce qu'on retiendra, c'est le caractère intangible, évanescent de ces indices dans leur signification. Quelque chose échappe à la prise du regard, et c'est précisément là que se trouve ce qu'on pourrait appeler le scopus de la figure, le point focal qui ne se voit pas, l'argument qui ne se dit pas, mais qui émerge, qui surgit de la qualité figurale des textes et des images, et que les chercheuses et chercheurs du GEMK tentent d'expliquer, de déchiffrer, de rendre lisible et compréhensible pour la communauté scientifique. Et donc, la figure fut. Cette figura moderne est au cœur du projet initial du GEMK, puisque le projet de base était une déclinaison de mon projet de chercheuse qualifiée FNRS. En effet, après avoir bénéficié de cet environnement privilégié à la KU Leuven, j'ai eu le bonheur de pouvoir poursuivre mes recherches ici à l'UCL et de pouvoir donner sa pleine carrière à la collaboration avec Ralph. Le GEMK est né grâce à un mandat d'impulsion scientifique du FNRS, parrainé par Umberto Eco et Jean-Marie Apostolides, qui en étaient donc les referees, un MIS donc que j'ai déposé en mon nom, mais qui a été entièrement conçu à deux. Il était inscrit en effet dans sa conception même qu'il soit, ce projet, collaboratif, appelé à fédérer une équipe interdisciplinaire et qu'il se développe grâce aux apports de chaque chercheuse et chercheur, quel que soit leur niveau d'avancement. Nous avons certes voulu créer un centre d'excellence scientifique, utilisant des méthodes innovantes et étudiant des objets non canoniques, c'est-à-dire des objets qui ne tombent pas, pour la plupart, dans le périmètre de la grande littérature ou des beaux-arts. Un lieu d'exploration où l'on prend des risques, mais toujours avec une grande exigence de rigueur et de connaissance approfondie des contextes et des objets. Mais nous avons voulu aussi ouvrir un espace de liberté intellectuelle pour permettre à la créativité de s'exprimer pleinement et sereinement et aux idées de circuler à grande vitesse, de s'enrichir les unes les autres, ces idées, et ainsi de permettre aux membres du centre de bénéficier d'un partage productif, novateur et toujours bienveillant. En tout cas, nous y efforçons. Le GEMK a donc officiellement ouvert ses portes en janvier 2008, même si nous avions commencé, ou plutôt continué, Ralph et moi, à travailler ensemble. Il a ouvert ses portes avec un postdoc, Andrea Catellani, qui n'est pas avec nous ce soir, hélas, mais nous pensons aussi beaucoup à lui, et qui est désormais professeur en communication ici à l'UCL. Et puis, il y a eu 1, 2, 3 doctorants, une autre postdoc, et puis Aline comme postdoc. Voilà, désormais chercheuse qualifiée et co-directrice du centre. Et ainsi de suite. Alors pour l'anecdote, pour marquer vraiment ma propre surprise quant au succès finalement du projet, en 2010, donc 2 ans après le début du GEMK, nous devions avoir notre réunion annuelle. Et donc quand j'entrais dans la salle où devait se tenir la réunion, et là je vois plein de gens autour de la table, et puis 2, 3 visages que je ne connais pas. Hop, je me dis, je me suis trompée de salle, je repars, en bredouillant quelques excuses.
Et puis, non, je me suis aperçue que c'était bien la salle où avait lieu notre réunion, mais que le centre avait beaucoup grandi, quoi, déjà. Donc c'était, voilà, une belle surprise. En 10 ans, le GEMK a formé 21 docteurs, a accueilli 17 postdocs venant de Belgique, francophone et néerlandophone, d'Italie, de France, des Pays-Bas, du Luxembourg, d'Espagne ou du Brésil. Nous avons organisé plus de 50 colloques et journées d'études, dont une partie en France et aux États-Unis, et tenu plus de 150 séminaires et ateliers. Je vous assure, j'ai compté, j'ai vraiment compté. Voilà. Et je ne donne pas les publications. Je suis désolée Jean-Christophe, mais tu n'auras pas le nombre de publications. Mais je pense que là, bon, c'était trop compliqué. Plusieurs gros projets nous ont beaucoup occupés et surtout passionnés. Après le mandat d'impulsion scientifique, il y a eu un FRFC sur la mystique et la symbolique, dont plusieurs d'entre vous ont participé à ce projet. Un BRAIN, qui est encore en cours, qui renouvelle de fond en comble l'étude des objets liturgiques, qui les dépoussière en gros. Et puis enfin, une ARC avec Aline, une ARC qui va révolutionner au moins l'épistémologie de la poétique et de la théorie artistique des XVIe et XVIIe siècles. Au final, le GEMK, c'est une aventure continue qui est à la fois le cadre de nos recherches et la croisée des chemins où l'on se retrouve pour partager ses savoirs, un lieu de rencontre intellectuelle et humaine, où l'on n'oublie jamais, en tout cas là aussi on s'y efforce, où l'on n'oublie jamais que la part humaine est celle qui porte la part intellectuelle, celle qui la nourrit et lui donne sa profondeur et sa singularité, qui lui donne sa vraie valeur. Je vous remercie.